Bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui on parle de l'actualité horlogère pour cette semaine, c'est parti. On attaque cette actualité de cette semaine avec une maison plutôt connue et française, la maison LIP, qui a revisité son modèle Général de Gaulle. Alors on est sur un modèle plutôt entrée de gamme, mais qui permettra justement d'avoir une montre avec un fort héritage et une belle histoire en tout cas, pour un tarif plutôt modeste. On attaque directement sur la partie tarification, on est sur un modèle à 199 €. Évidemment pour ce tarif là, on est sur un mécanisme quartz suisse de la marque Ronda, donc un calibre quartz de très bonne facture. On est sur une boîte tonneau, alors du moins les cornes font penser à une boîte tonneau, mais globalement on est plutôt sur une lunette qui est ronde, mais d'un format global de boîtier tonneau. On a des index qui sont noirs et dorés qui sont appliqués, donc effectivement on a deux possibilités d'avoir des index soit imprimés par tampographie, soit donc moulés et collés sur le cadran, qu'on appelle donc des index appliqués. On est sur des index appliqués, plutôt sympa puisque ça va donner du relief et de la profondeur et des jouets de lumière un peu différents en termes d'accroche de lumière dans le cadran. On est sur un cadran gun soleillé au reflet noir. Elle est munie d'un bracelet qui n'est pas acier mais cuir, un cuir de veau embossé crocodile. Donc on vient justement gaufrer le cuir de veau pour lui donner cette impression crocodile. On a une trotteuse avec un talon en forme d'éclair, notamment pour faire une référence au modèle électronique de l'époque. Voilà, c'était les premières montres bracelets électroniques qui avaient été lancées par LIP. Elles étaient équipées justement d'un modèle qu'on appelle électronique comme son nom l'indique, qui était souvent avec un diapason comme régulateur. C'était une technologie novatrice avant que les mouvements quartz en 69, si je ne m'abuse, par Seiko arrivent. Donc c'est voilà un petit clin d'œil au passé, c'est assez sympa. Elle avait été présentée dans ce modèle-là électronique à l'époque à l'Académie des Sciences en 1952 et elle avait été offerte justement au célèbre Général de Gaulle. C'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on parle beaucoup de la montre de Gaulle, etc. C'est parce qu'elle avait été offerte au Général à l'époque et aujourd'hui ça en fait une belle histoire. La maison LIP est très souvent associée à cette histoire qui est plutôt intéressante et qui a du sens. Donc voilà, pour les amateurs de modèles un petit peu rétro et qui aiment à porter une montre qui a un fort passé historique et plutôt riche à ce niveau-là, ça peut être intéressant de partir sur cette montre revisitée, ne serait-ce que pour justement le petit clin d'œil au passé, avec ce passé historique avec le Général de Gaulle. Pour 199 €, on se mouille pas trop. Donc voilà, pour la maison LIP, c'était la première actualité de cette semaine. On passe à l'actualité Maison Morphin, actualité qui me concerne puisque c'est la marque que j'ai créée. On va parler de 3 points aujourd'hui, c'est l'arrivée des MM2405 Silver en stock. C'est un modèle squelette qu'on a lancé il y a plusieurs mois, qui était en précommande depuis maintenant quasiment 6 mois. On vient de les rentrer en stock, donc on a fait partir et on est encore en train de faire partir les nombreuses précommandes qu'on a eues ces derniers mois. Mais pour ceux qui la voulaient et qui voulaient une livraison express, elle est maintenant éligible à la livraison 24 heures. C'est un modèle tonneau, squelette, toujours mouvement suisse STP621. On est venu biseauter le verre saphir, on est venu le traiter anti-reflet, chose qu'on n'avait pas précédemment, même si sur les dernières collections maintenant on inclut l'anti-reflet. On a également le Luminova grade A, donc le plus haut de gamme du marché, c'est la référence C3 avec 100% de luminescence. Une édition limitée à 100 exemplaires, un diamètre plutôt contenu, boucle micro ajustable, il y a également du tungstène, enfin bref, on a un cahier des charges qui est juste incroyable, c'est le modèle le plus abouti. On est jamais lancé en collaboration avec 1450 Studios, qui est un studio de design qui maintenant collabore avec Maison Morphin pour la partie design. Deuxième actualité, showroom à Lyon. Ça y est, c'est acté. On a trouvé un local. Il ne reste plus qu'à maintenant faire les papiers, la remise des clés et lancer les rénovations. On espère pouvoir l'ouvrir pour le mois de juin 2025. Donc pour ceux qui sont lyonnais ou du moins en périphérie, rendez-vous à notre nouveau showroom. On aura pas mal de mètres carrés, bien plus que sur le premier showroom qu'on a actuellement ici à Tournon-sur-Rhône. On a 65 mètres carrés de mémoire, une hauteur sous plafond de 3 mètres. Ça va être vraiment un showroom très somptueux. On va également bien le décorer et amener une nouvelle identité visuelle sur ce showroom qu'on va après dupliquer sur celui de Tournon. Troisième actualité, c'est la MM2507. On a revisité notre modèle un petit peu inspiré vintage d'une horloge comtoise, remontage manuel. On l'avait fait en 100 exemplaires fin d'année 2024 avec un revêtement PVD argent, doré autant pour moi. Et là on la sort en argenté en 25 exemplaires uniquement au lieu de 100 pour le premier modèle. Et on est venu mettre toujours le même mécanisme, un mécanisme à remontage manuel, puisqu'on fait un clin d'œil au passé. À l'époque, les montres étaient à remontage manuel. On est venu s'inspirer d'une horloge comtoise qui, elle, est également un remontage manuel avec la clé. Donc voilà, on est reparti sur le même mécanisme, mais à la petite différence qu'on est venu prendre toutes les finitions les plus luxueuses en termes de mécanisme. On a la finition Code de Genève sur les ponts du mécanisme STP121M. On a également la Code de Genève qui est présent dessus. Enfin bref, des vis bleuies aussi. Je suis plutôt personnellement assez sensible à la partie décorative des mouvements.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve plus en très haute horlogerie. La plupart des marques autour de 1000 € prennent les décorations les plus basiques et ça peut se comprendre puisqu'on peut augmenter bien de 50% le prix d'un mouvement lorsqu'on le prend décoré à son maximum. Donc voilà, on aura fait en tout cas une édition limitée, même ultra limitée au vu qu'on part que sur 25 exemplaires numérotés avec les décorations les plus luxueuses pour ce mécanisme là. Elle aura vraiment un caseback qui sera incroyablement magnifique, donc on a hâte de vous la proposer et c'est à peu près tout en termes d'actualité pour cette semaine. En tous les cas, tous les liens de notre site internet sont dans la description de cette vidéo YouTube, donc rendez-vous sur maisonmonfin.com. Passons maintenant chez une maison que j'aime beaucoup du fait qu'ils aient un très bon rapport qualité-prix, la maison Tudor. On va parler de la Black Bay, modèle phare de chez Tudor, mais la Chrono Flamingo Blue du fait de son cadran qui est un nouveau cadran inspiré des eaux tropicales. Vous me direz si vous arrivez à retrouver les eaux tropicales dans ce cadran, mais en tout cas c'est ce qui note en interne chez Tudor. C'est un design qui rappelle la Black Bay Chrono Pink qui était sortie en 2024 et c'est un héritage à la Oyster Date de 1970 qui était le premier chrono de chez Tudor. Au niveau des caractéristiques techniques et des dimensions de cette Tudor, on est sur un boîtier en 41 mm. Voilà, c'est un diamètre qui est assez classique, on retrouve sur pas mal de manufactures. Nous-mêmes, on utilise du 41 mm pour nos versions casual comme j'ai devant, comme j'ai au poignet aujourd'hui, même si je pense qu'on va descendre sur du 40 mm. D'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre avis concernant le diamètre idéal pour un boîtier. Si c'est plutôt 40 ou 41 ou même plus petit ou plus gros. Bon, j'imagine qu'on est plus sur plus petit que plus gros parce qu'au-delà de 41 mm pour ce type de montre, ça reste quand même un petit peu imposant, mais c'est vrai que moi, j'affectionne de plus en plus les diamètres plus contenus. Donc, il y a des chances que nous, on redescende sur du 40 mm à l'avenir. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir votre ressenti dans les commentaires. Pour revenir à cette Tudor, on a une lunette tachymétrique fixe en acier avec des inserts en aluminium noir. On a des aiguilles qui sont Snowflex avec un cadran bombé qui vont donc améliorer la lisibilité du cadran. Effectivement, sur un design comme celui-ci, on va chercher la lisibilité. Donc, c'est intéressant de partir sur ce type d'aiguille. On a une couronne qui est vissée, marquée du logo Tudor, qui est donc la signature de la maison. Couronne vissée qui est la meilleure couronne, selon moi en tout cas, qu'on peut retrouver, puisqu'en effet, pour ceux qui débutent un petit peu niveau horlogerie, on retrouve deux types de couronnes. Donc la couronne, c'est ce qu'on a à 3 heures qui permet d'ajuster l'heure pour vraiment les novices. On peut donc avoir une couronne qui va se déclipser, ensuite on vient tourner et régler l'heure, ou on peut en avoir une qu'on dévisse premièrement, qu'on vient déclipser ensuite, et qui offre donc une meilleure étanchéité. C'est ça que par exemple, si on plonge avec, qu'on vient frapper la montre au niveau de la couronne, on peut pas avoir de risque qu'elle se déclipse malencontreusement avec une couronne vissée. Et même pour le cahier des charges, ça montre la bonne volonté de Tudor et des maisons qui utilisent les couronnes vissées concernant justement voilà ce détail qui en fait, je trouve en tout cas, une plus-value. Moi perso, je suis quand même très sensible aux couronnes vissées. Je trouve que ça finit mieux un boîtier. On a quand même quelque chose qui vient se dévisser convenablement dans la main. Bon, à raison que le filetage soit de bonne qualité. Mais je trouve qu'en tout cas, on a plus l'impression d'avoir un objet qui est bien fini, où les ingénieurs se sont un peu plus creusé la tête, ont un peu mieux fini la chose quand on a une couronne vissée que quand on a une couronne qui se déclipse, bien que certaines grandes manufactures utilisent encore des couronnes clipsées pour certains de leurs modèles, mais ça fait sens avec les complications qui peuvent être présentes dans la montre, notamment par exemple chez Audemars Piguet qui utilise sur certains de ses modèles des couronnes clipsées. Mais voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, on en retrouve une sur cette fabuleuse Tudor. Au niveau du bracelet, on a toujours le système innovant T-Fit qui est breveté, qui permet un ajustement rapide. On a un acier 5 mailles avec un fermoir à billes en céramique pour un confort optimal. Personnellement, pour avoir eu des Tudor en main, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix en termes de finition. Le bracelet n'a aucun jeu et souvent est très bien fini. C'est pour ça que j'en fais une de mes marques un petit peu fétiche pour ceux qui veulent y mettre un petit budget et avoir quand même un bon rapport qualité-prix pour avoir des Rolex, enfin pour avoir eu en tout cas des Rolex et des Tudor en main. Il y a très peu de différence, voire aucune. Donc ça reste intéressant. On est sur un calibre manufacture MT5813 qui a été co-développé avec la marque Breitling. On a une réserve de marche plutôt intéressante de 70 heures avec une spirale en silicium qui va donc lutter contre les champs magnétiques, donc intéressant à ce niveau-là. 70 heures, elle passera quasiment le week-end, donc ça veut dire que le vendredi soir, si vous la posez le lundi, normalement elle continuera de tourner, à condition que vous l'ayez bien remontée avant de la poser. Là, elle est donnée pour 70 heures, elle ira forcément jusqu'à 73, 74, voire 75 heures, mais les dernières heures, elles sont souvent pas comptées par les marques parce que c'est là où la montre est la moins précise. Donc globalement, le lundi matin, il y a des chances qu'elle tourne encore, mais elle nécessitera peut-être un petit réajustement au niveau de l'heure, bien qu'elle soit certifiée COSC et qu'elle donne une précision de -2 jusqu'à +4 selon ce que dit Tudor. Donc globalement, même si elle a pris un petit peu d'avance ou de retard du fait qu'elle soit allée chercher ses dernières heures de réserve de marche, globalement elle devrait quand même rester malgré tout précise. On a un chrono avec une roue à colonne et un embrayage vertical pour une fluidité parfaite. Elle est étanche à 200 mètres, donc là pour le coup on pourra tout faire avec, on pourra plonger, on pourra faire des sports nautiques sans souci, et elle est garantie 5 ans sans enregistrement et l'entretien est recommandé tous les 10 ans par Tudor. Nouvelle actualité
Et on part chez maintenant TAG Heuer qui a fait une collab avec Porsche, puisque c'est deux maisons qui partagent des valeurs un petit peu communes avec l'excellence, l'héritage de la vitesse et également la précision. C'est un nouveau modèle qui est inspiré de la Porsche Spyder 550 qui était victorieuse dans les années 54. C'est une édition limitée à 255 exemplaires. C'est un petit clin d'œil au numéro 55 qui était présent sur cette Spyder dans les années justement 54. Au niveau du design, on est clairement sur un design inspiré du milieu automobile avec un boîtier en acier de 42 mm. Forcément chez TAG Heuer, on est sur des diamètres un peu plus imposants que la normale puisqu'on est sur des modèles un peu plus sportifs. Avec la gravure Spyder sur le côté, on a un cadran squelette qui est argenté avec une texture justement qui rappelle l'asphalte et des aiguilles jaunes qui est une couleur qui fait référence justement à la couleur Porsche. On a un verre saphir bombé Glassbox écho aux montres des années 70 puisque évidemment on est venu piocher sur le côté historique de Porsche mais également de TAG Heuer avec un bracelet en cuir perforé, évidemment cuir perforé très connoté sportif noir avec des coutures jaunes qui rappellent les surpiqûres qu'on peut retrouver justement dans une Porsche. Au niveau du mouvement, évidemment on est sur une collab avec Porsche, donc on part sur un mouvement de haute manufacture avec une belle complication tourbillon. C'est le TH20-09 qui offre une réserve de marche de 65 heures, donc très confortable à ce niveau-là. On a une masse oscillante qui évoque le volant Porsche et ça c'est des choses que j'adore puisque les designers sont venus piocher dans des designs de chez Porsche mais qui sont venus rappeler et adapter au milieu de l'horlogerie, que ce soit au niveau des surpiqûres par exemple jaunes que j'évoquais juste avant, au niveau du volant Porsche qu'on va venir retrouver sur la masse oscillante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'affectionne particulièrement ces petits éléments de design qui vont raconter une histoire. Nous on est en train de développer en interne une montre qui est inspirée de l'Arc de Triomphe et personnellement je me régale avec notre designer Benoît qui fait partie de l'entreprise 1450 Studio à designer cette montre en allant chercher justement des connotations envers justement cet Arc de Triomphe, le nombre de rues adjacentes qu'on peut retrouver et retransposer sur la montre. Donc pour le coup, ce petit détail avec le volant Porsche qu'on retrouve sur la masse oscillante est très intéressant. On est sur un chronographe de précision conçu évidemment pour la performance. On est sur une collab avec Porsche, donc ça ne ferait pas sens si on ne cherchait pas performance au niveau de ce chronographe. On est sur une montre donc numérotée puisqu'elle est édition limitée à 255 exemplaires avec la mention Limited Edition. Elle est disponible depuis octobre 2024, donc ça fait quelques mois maintenant qu'elle est disponible et son prix est estimé à 35 200 €. Évidemment, il n'y aura pas pour tous les budgets. On est forcément sur une montre qui est une montre de haute horlogerie avec une collab d'une grande maison automobile, donc le prix évidemment fait sens à ce niveau-là. Et puis avec un tourbillon suisse de cette précision et avec toutes ces finitions qu'on peut retrouver sur ce garde-temps-là, je trouve que 35 000 € n'est pas déconnant. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de cette actualité chez TAG Heuer. Et maintenant, on passe à l'actualité suivante. On part maintenant pour cette nouvelle actualité chez la maison Gérald Charles avec la Maestro 2.0 Ultra Thin Lapis Lazuli. Je vous l'ai sélectionné parce que je trouvais très original le fait qu'ils aient utilisé de la pierre pour le cadran. Personnellement, je suis assez sensible aussi maintenant au côté un peu exotique qu'on peut trouver chez certaines montres. Dans le passé, on avait Rolex qui avait pu utiliser justement certaines pierres, même de nombreuses autres marques l'utilisent encore. Et nous-mêmes, on va l'utiliser la Malachite très bientôt. Donc, je vous l'ai mis dans cette actualité puisque je la trouvais assez sympa. J'aime également bien le format global de ce boîtier. On est donc sur une pierre précieuse qui est une pierre un petit peu fétiche de la maison Gérald Charles avec une découpe de disque plutôt précis et artisanale. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur un disque à la base de 5 mm qui viennent justement un petit peu poncer et polir jusqu'à en faire un disque de 0,55 mm qui en fera donc un cadran. Donc il y a un polissage et un façonnage qui est minutieux, un travail artisanal qui est donc remarquable à ce niveau-là. On a un design qui fait un bon compromis entre tradition et modernité avec un côté un petit peu asymétrique entre le dessus qui est un peu plus rectiligne et le bas où on va retrouver un peu de rondeur. On est sur un boîtier en acier inoxydable poli, donc attention aux rayures à ce niveau là si jamais vous en faites l'acquisition ou si vous l'avez déjà à la maison. Le côté poli est très joli mais c'est vrai qu'en termes de résistance aux rayures on est un peu plus sensible. Une forme donc en asymétrique qui est aussi l'emblème de la maison Gérald Charles, donc on le note à ce niveau là. Et au niveau du bracelet, on est sur un bracelet en caoutchouc avec la célèbre finition Clou de Paris qu'on utilise parfois sur certains de nos designs aussi. On a utilisé sur la 2406 devant moi, une finition qu'on retrouve plutôt au niveau du cadran, mais que nous par exemple on utilise au niveau du cadran mais également au niveau du bracelet et que eux aussi sont venus utiliser au niveau du bracelet sur le bracelet caoutchouc. Peut-être petit point faible à ce niveau-là. Sur ce type de montre, j'aurais peut-être préféré un cuir ou un acier, mais globalement pour le confort et le style, le caoutchouc marche bien et le fait qu'il ait embelli de cette finition Clou de Paris la rend un peu plus chic que si on avait été sur un caoutchouc classique. On est sur un calibre manufacture 2.0, fait 3,7 mm d'épaisseur, donc un calibre plutôt fin. C'est ce qu'on atteint nous en général sur des calibres remontage manuel, sur
de l'automatique chez Sellita ou STP, on est plus autour de 4,5 mm, 4,6 mm d'épaisseur. Donc là, ça permet d'avoir justement l'extension ultra fine parce que du coup, évidemment, elle sera plutôt fine cette montre-ci. On a des décorations qui sont plutôt haut de gamme avec une cote de Genève, un rotor spécial 25 anniversaire et le calibre embarque 50 heures de réserve de marque qui est très correct, c'est une bonne moyenne. C'est pas une édition limitée, mais la maison Gérald Charles indique qu'il n'y aura pas non plus beaucoup de pièces qui vont être éditées, donc ça la rend un petit peu rare. Les matériaux sont assez sympas puisqu'on vient utiliser le lapis lazuli et en termes de reflet et de finition, c'est assez remarquable ce que ça peut faire. Donc je peux que conseiller, la lisibilité est très bonne. Je l'ai actuellement sous les yeux, les index sont appliqués. Ils sont venus justement tous les quarts d'heure venus mettre un index qui est rond au lieu des index bâtons. Il y a quand même quelques petites subtilités de design qui sont sympas. La couronne également reprend la finition Clou de Paris. Donc j'apprécie ce modèle. Je vous la mettrai évidemment en lien dans la description. On passe maintenant chez une très grande maison, la maison Vacheron Constantin pour son modèle 222 historique qui est en acier. Ils ont donc fait une réédition pour les 270 ans de la maison, à savoir que c'était déjà un modèle qui est sorti dans le passé dans les années 70, de mémoire 77, qui avait été donc créé pour les 222 ans de Vacheron Constantin. Et oui, c'est une maison qui a plutôt pas mal d'années derrière elle d'expérience. Elle est designée par Georg Isek, qui est une icône du design sport chic, donc c'est vraiment un modèle de référence. Aujourd'hui, s'il devait y avoir vraiment un modèle référence chez Vacheron Constantin qui nous vient à l'idée quand on prononce le nom de cette maison, pour moi, ce serait vraiment le modèle 222. Au niveau du boîtier, on est sur un boîtier monobloc en acier de 37 mm. Vraiment, c'est assez intéressant à ce niveau-là puisqu'on est sur un diamètre plutôt contenu. J'ai jamais eu la chance de l'avoir en main, mais en tout cas 37 mm pour moi. Et pour ce type de montre, c'est très chic. Ça, on peut en faire même une montre qui est non genrée que madame peut vous voler si vous en faites l'acquisition. On est sur une lunette qui est cannelée, voilà, propre à Vacheron Constantin. On est sur un bracelet ergonomique amélioré avec un fermoir en 3 lames, une goupille qui est dissimulée. C'est aussi ça l'art de la haute horlogerie, c'est de venir chercher des subtilités de design pour pouvoir justement dissimuler parfois les goupilles et garder une sorte d'homogénéité dans le modèle au global. On a un beau cadran bleu qui est revêtu de super Luminova vintage avec un blanc cassé le jour et un vert tilleul la nuit. Ça aussi, c'est plutôt cool puisqu'ils sont venus justement faire un petit clin d'œil à leur modèle qui était sorti dans les années 70. Donc le côté un petit peu patiné vintage, blanc cassé du Luminova fera justement de ce design un design qui évoquera justement le passé en un coup d'œil. Donc c'est toujours intéressant, on revient à ce que je disais juste avant. Il y a un côté historique de par ces subtilités de design qui sont intéressants. On a la croix de Malte emblématique qui est placée à 5 heures, comme toujours sur la corne, si on peut appeler ça, puisque là on est sur un boîtier intégré, donc c'est un peu différent. Donc voilà, petit détail de design. On est sur un calibre 24-55-2 qui est automatique avec 40 heures de réserve de marque, c'est très correct. Fréquence de 4 Hz qui permettra une très bonne précision. Au niveau du caseback, on retrouve une masse oscillante en or jaune gravée du logo 222. Évidemment, on est sur le modèle 222, il ne faisait pas sens de ne pas l'incorporer sur cette masse oscillante. Et puis il y a toujours le côté historique de cette 222 qui est sorti d'abord dans les années 77, qui est donc revisité aujourd'hui. Donc intéressant qu'il y ait cette petite subtilité gravée sur la masse oscillante. Elle est disponible uniquement en boutique Vacheron Constantin. Elle allie histoire, artisanat et innovation avec un gros point sur quand même le côté historique. Voilà, c'est une montre en tout cas qui me plaît particulièrement, très sport chic, avec un design un peu à la Gerald Janza. Que j'affectionne, qui est minimaliste, qui fait vraiment son taf et que j'apprécie, que je voulais donc vous mettre en avant dans cette fabuleuse actualité horlogère. C'est ici que cette actualité horlogère se termine. J'espère en tout cas que vous l'avez appréciée. Moi, je me suis régalé à vous la préparer et à vous la tourner. N'hésitez pas à vous manifester par un grand pouce bleu pour justement m'indiquer si vous appréciez ce format. Laissez pourquoi pas également un commentaire pour me donner vos ressentis concernant les questions que j'ai pu vous poser durant cette actualité et globalement pour me donner le ressenti sur cette actualité horlogère. Moi, je vous invite également à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater les futures actualités et également les vidéos concernant les montres Maison Morphin. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!